Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau défi de la vérité. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le docteur Gérard Guillaume, rhumatologue, qui était un des plus proches collaborateurs du feu professeur Montagnier. Docteur Guillaume, bonjour. Bonjour à tous. Merci de venir sur le plateau de François. Je crois que vous voulez commencer par quelque chose qui vous a beaucoup choqué. D'abord, je vous remercie, c'est de me donner l'occasion de crier mon indignation, ma consternation par rapport au silence assourdissant dont est entourée la mort du professeur Montagnier, que ce soit de la part des autorités gouvernementales qui se sont fendues d'un communiqué indigne de quelques lignes venant du secrétariat de l'Élysée. Les frères Bogdanov en ont eu 10 fois plus. Je n'ai rien contre les frères Bogdanov, mais M. Montagnier, c'est une autre dimension. C'est un personnage de notre histoire. C'est sûrement le savant le français le plus connu dans le monde entier. C'est totalement consternant de la part du gouvernement, de la part de l'Académie des sciences, de la part de l'Académie de médecine, de la part des ministères, de la recherche, de la santé. Silence radio. C'est insupportable, c'est indigne. Docteur Guillaume, vous le connaissez bien, vous étiez un de ses proches collaborateurs depuis une quinzaine d'années, vous travaillez avec lui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez connu en fait et qu'est-ce qui vous avait rapproché? Comment j'ai connu ça? Oui, ça commence à faire une histoire, ça fait 12 ans. J'avais commencé à collaborer, ou tout au moins, Jacques Benveniste m'avait ouvert son laboratoire pour mettre à ma disposition son animalerie pour faire un travail d'immunologie, parce que je suis rhumatologue, mais immunorhumatologue. Je suis devenu le médecin traitant de Jacques Benveniste. Je l'avais déconseillé de se faire opérer. Il l'a fait. Il en est mort. Ça m'avait bouleversé, ça m'a cassé même. Et j'avais pris du recul avec tout ça jusqu'au jour, en 2009, l'assistant de Jacques, Jamal Aïssa, me dit « Écoute, il faut que tu reviennes nous rejoindre parce que M. Montagnier a décidé de reprendre une partie des travaux de Jacques Benveniste. » J'ai dit « Ça, c'est super. » Et puis, je suis très honoré et privilégié d'être appelé comme ça. Donc, on s'est rejoints, je les ai rencontrés lors d'un séminaire. Et à l'issue de ce séminaire, avec une quinzaine de collègues, français et étrangers, on a décidé de créer un groupe de réflexion, de recherche sur les maladies chroniques. À partir d'une innovation à l'époque, tout à fait dans l'esprit de Montagnier, c'est-à-dire d'étudier l'influence des infections froides, latentes, dans le déclenchement, l'entretien, l'aggravation des maladies chroniques, des maladies neurodégénératives, des maladies rhumatismales, l'autisme, etc. Et c'était déjà une recherche nouvelle voie, comme ça a toujours été le cas avec Montagnier. Et nous, on l'a épaulé, on l'a aidé à ce niveau-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a mis au point une technique innovante, une fois de plus, dans la détection de ces infections à partir de signaux électromagnétiques émis par les ADN de ces bestioles et qui nous permettaient de détecter et de proposer des approches thérapeutiques innovantes aussi, qui associaient dans des maladies neurodégénératives à la fois des antioxydants, à la fois des antibiotiques pour certains, et surtout aussi l'ambition de M. Montagnier, malheureusement il n'aura pas pu la mener à terme, c'est d'essayer de mettre au point des traitements par les ondes électromagnétiques pour se débarrasser de ce type de maladie sans avoir à recourir à des médicaments source d'effets secondaires, quoi. Donc, professeur Montagnier, un scientifique, un chercheur, avant-gardiste dans bien des domaines, ses travaux ont parfois été décriés par ses pairs. Est-ce qu'ils seront reconnus, d'après vous, à titre posthume? Ça, je pense que l'histoire finira par lui donner raison. Ça, c'est clair, c'est indiscutable. Je vais dire qu'il faut connaître le parcours de Montagnier, pas l'inventer. Il a été un des précurseurs pour travailler sur les virus ARN, sur les rétrovirus, sur les cancers déclenchés par des virus ARN. Et c'est comme ça qu'il a avancé, qu'il a découvert
le virus du sida, qui lui a valu le prix Nobel qu'il a partagé avec Françoise Barré-Sinoussi. Mais par rapport au sida, il n'a pas fait que ça. Il a mis en évidence les mécanismes de l'immunodéficience, il a mis au point les techniques qui ont permis de faire le diagnostic par la détection des anticorps, le diagnostic du VIH, donc d'amener à détecter les malades avant qu'ils soient dans un état grave, de les soigner et plus tard de les guérir. Donc ça a été une avancée majeure, parce que je suis désolé, mais le sida, c'est autre chose que le Covid dans l'histoire de l'humanité. Et c'est M. Montagnier qui est à l'origine de tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que là, les Français qui nous dirigent ont un peu la mémoire courte. Après, il a continué, son combat a toujours été son combat. C'est un combat pour la vérité scientifique, pour le bien-être de l'humanité. Et il avait conscience de mettre toute sa science, toute sa connaissance. C'était un esprit brillantissime. Quand j'ai pu lire dans la presse qu'on le traitait de sénile, mais c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. C'est vrai qu'il était diminué physiquement par la maladie. Ça faisait des années qu'il traînait un petit peu. Bon, là, je ne trahis pas de secret professionnel parce que c'était du domaine public, des problèmes cardiaques, et puis il en a fini par disparaître. Bon, 89 ans, 90 ans, c'est normal. Mais voilà, c'est tout son engagement. Et son engagement majeur, c'est un esprit extraordinaire. C'est-à-dire, pour paraphraser Pissarro disait que heureux ceux qui voyaient la beauté là où les autres ne voyaient rien. Eh bien, lui, il voyait l'avenir, le futur, là où ses collègues ne voyaient rien. C'était un aventurier, un véritable aventurier de l'esprit, un aventurier de la science. Il osait, je dis bien il osait, s'engager dans des chemins où personne n'imaginait même aller. Alors c'est vrai que quand on est aventurier, quand on s'engage, quand on part à l'aventure, comme ça, on peut s'égarer. Ça arrive, il s'est égaré de temps en temps, mais il avait un nord et il savait toujours revenir dans son axe, et à ce niveau-là, il avançait. Et c'est pas le propre de tous les aventuriers, mais en plus d'être un aventurier, c'était un découvreur. Et ça, c'est fondamental. Et je ne comprends pas encore aujourd'hui comment on ne peut pas honorer sur le plan national cet homme qui a été une chance pour la France, une chance pour l'humanité. Quand je vois les appels que l'on a de partout, du monde entier, qui ne comprennent pas pourquoi ce silence, c'est inadmissible, c'est intolérable, c'est consternant. Donc, loin d'être sénile, en mai 2020, il était allé sur le plateau de CNews pour dire que le SARS-CoV-2 contenait des inserts de HIV1, de HIV2 et d'autres rétrovirus du sida. L'histoire, pour vous, lui donnera raison, puisqu'aujourd'hui, quelque part, la thèse du virus fabriqué n'est plus complotiste. Il était devenu lanceur d'alerte au travers de tout cela, et vous trouvez donc injuste qu'on ne le traite pas à la hauteur de sa science, quelque part? Non seulement on ne le traite pas à la hauteur de sa science, mais on lui fait dire n'importe quoi. Ce que j'ai lu dans la presse ces derniers jours, là, ça m'a consterné une fois de plus, parce qu'on lui a fait dire des choses qu'il n'a jamais dites. Vous avez évoqué les inserts de VIH. Moi, j'ai lu dans les journaux français que M. Montagnier avait dit que le virus du sida, qui était un virus créé artificiellement, le virus, du Covid était un virus créé artificiellement, avait été créé à partir du virus du sida. Il n'a jamais dit ça, et encore moins écrit. La seule chose qu'il ait dit, c'est qu'avec son ami et collaborateur Jean-Claude Pérez, ils avaient mis en évidence dans le génome du SARS-CoV-2 des fragments de génome de VIH, 5 ou 6 d'ailleurs, sur un segment court du SARS-CoV-2, qu'il y avait 5 ou 6 fragments de VIH, qu'il a appelé d'ailleurs des éléments informatifs exogènes. Et ce qui lui a fait émettre l'hypothèse qu'éventuellement, les Chinois travaillaient sur la mise au point d'un vaccin contre le VIH. Je rappelle à tout le monde que ce vaccin, 25 ans après le début de la maladie, n'existe toujours pas. Il a fallu 6 mois pour mettre au point celui contre le Covid.
On a vu aussi qu'il était venu sur ce plateau en tant que lanceur d'alerte pour parler des cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob qu'il avait pu identifier en ayant parlé à des patients, en ayant parlé à des victimes. Et cette information, aujourd'hui, je crois qu'il y a une trentaine de cas qui ont été identifiés. Tout à fait. Vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce travail ou... Oui, d'abord, je rappelle qu'il a été un des premiers, encore une fois, à s'indigner sur l'utilisation de l'hormone de croissance qui a induit le Creutzfeldt-Jakob, je ne me rappelle plus, c'était dans les années 80, 90, etc. Il a été le premier à dénoncer ça, dû au prion, à ces protéines mal repliquées qui agressent le système nerveux et qui conduit les patients à la mort. Et il a été alerté, parce que certains se souvenaient de ses travaux, il a été alerté justement de quelques cas de Creutzfeldt-Jakob survenus au décours de la vaccination. En rapport avec la vaccination, ça c'était trop tôt pour le dire, au décours ça sûrement, mais suffisamment tôt pour attirer l'attention. J'en profite pour dire, parce que je lis aussi dans la presse, que M. Montagnier était un anti-vax. C'était même le phare des anti-vax. Je peux vous assurer que Montagnier n'a jamais de sa vie été anti-vax. Il a toujours été pour la vaccination sans danger, pour une vaccination sécurisée, en particulier sans aluminium. Et en partant du principe que quand on vaccine, on s'adresse à des gens sains, qui ne sont pas malades, donc on n'a aucun droit de leur faire courir le moindre risque. C'est pas comme avec les médicaments, où on fait le jeu entre la balance bénéfice-risque. Il n'y a pas de balance bénéfice-risque avec les vaccins. Les vaccins doivent être sans danger. Il a toujours tenu ce discours, et c'est pour ça qu'il s'est élevé et qu'il a même demandé à un moment donné qu'on interdise les vaccins, pseudo-vaccins, parce qu'ils sont tous des vaccins, sont des inoculats géniques. Il a demandé qu'on les interdise, et le temps de prendre un peu de recul, de voir où on va. D'autant plus qu'on a les médicaments depuis longtemps, que l'on sait traiter ces patients et prévenir la maladie, ce qu'on a appelé les traitements ambulatoires précoces, initié au départ par Didier Raoult et après par des tas de médecins. Donc on pouvait rassurer les gens et on n'était pas obligé de se précipiter sur des vaccins dont personne ne sait ce que ça peut donner à long terme. Et on commence à en mesurer les inconvénients. Donc encore une fois, Montagnier n'a jamais été un anti-vax. Son combat, un de ses combats, c'était la sécurité des vaccins. Donc, quelque part, un savant incompris qui décède donc la semaine dernière, le 8. Vous m'avez personnellement appelé. Ouais, j'ai donc été malheureusement associé dès le début à son histoire, parce qu'on m'a appelé un matin de bonne heure en me disant dans quel état se trouvait M. Montagnier. Donc, j'ai dit qu'il fallait absolument appeler. Il voulait aller chez un collègue et tout, mais non, je dis c'est trop tard, il faut appeler une ambulance. C'est moi qui ai appelé l'ambulance pour le diriger dans un centre hospitalier ou en clinique, etc. Et tous les jours, j'ai été en contact avec ses enfants, surtout avec une fille, Francine, et qui me tenait au courant. Donc un jour, ça allait mieux, un jour, ça allait moins bien. Donc je sentais que c'était pas bon, que déjà à 2 ou 3 reprises, il avait failli nous quitter suite à ses problèmes cardiaques. Et là, son cœur a lâché, et puis voilà, quoi. Et donc, vous choisissez François pour m'appeler. La famille de M. Montagnier souhaitait, elle était la première chose, c'est ça, leur volonté à respecter, souhaitait la discrétion. À un moment donné, j'ai dit, on peut pas taire ça trop longtemps parce que ça va prêter à des interprétations. Donc j'ai dit, si vous êtes d'accord, dès que vous êtes d'accord, je préviens pas les médias, mais je préviens un média pour lequel j'ai la plus grande estime, et je sais que votre père avait la plus grande estime, la plus grande amitié, qui ont toujours défendu ses idées. Donc c'est François. C'est comme ça que je les ai appelés, et que je vous ai appelé, et je vous ai appris le décès de Montagnier. Par la suite, j'ai été appelé par d'autres médias. Il y a beaucoup d'entre eux, certains j'ai répondu, d'autres j'ai refusé de répondre. Tout simplement, il avait tellement traîné dans la boue, et ça continue après son décès, que je suis bien heureux de ne pas avoir répondu.
30 heures, il a fallu quelques 30 heures pour que certains confirment son décès, nous traînant nous-mêmes dans la boue en disant qu'on racontait fake news et compagnie. Une fake news. Mais vous confirmez donc que vous n'avez bien appelé. Ah, et d'ailleurs, oui. Je vous en remercie, et d'ailleurs toute l'équipe vous en remercie, puisque ils ont ici chez François, on a été un peu choqués de cette annonce et surtout du traitement. Alors je vais reprendre un mot à la mode, dû à notre président. Ça emmerde tellement les autres médias que ce soit vous qui avez été les annonceurs, les lanceurs d'alerte. Quelque part, donc, si on revient juste sur son œuvre et qu'on met de côté on va dire l'annonce dans les médias, quand on regarde le traitement qu'il a reçu même en post-mortem sur son œuvre, on a l'impression que on se focalise sur la dernière partie de son travail, de sa recherche. Pour vous, au jour le jour, qu'est-ce qu'il incarnait encore quelques semaines avant son décès? Qu'est-ce qu'il incarnait? L'espoir pour tous les gens qui sont malades, qui sont victimes de maladies infectieuses, quelles qu'elles soient bactériennes ou virales. Ce grand homme, toute son activité était tournée vers la recherche, vers la découverte de nouveaux mécanismes de maladies et surtout de mettre au point de nouvelles techniques de soins, etc. Et c'est encore une fois, comme je dis, c'est un esprit innovant. Il acceptait d'aller chercher là où personne n'imaginait mettre les pieds. Je vous rappelle quand même que quand il a découvert le sida, l'implication des ARN était impossible. Ça allait à l'encontre des dogmes médicaux. Et là aussi, quand il a fait ça, il a soulevé des tas de gens contre lui. Et à chaque fois qu'il a émis une hypothèse d'une nouvelle dans la genèse des maladies, à chaque fois, il s'est fait taper dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. C'était un homme délicieux, discret, à la limite timide. Ce n'était pas un grand orateur, c'est vrai. Mais c'était un homme d'une telle conviction, d'une telle droiture, d'une telle soif de vérité. Quand vous l'avez vu ou eu pour la dernière fois et que vous discutiez avec vous des médias qui le traînaient dans la boue, est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il était choqué par cette attitude ou est-ce qu'il a continué à justement travailler? Oh, je crois qu'il était au-dessus de ça. La dernière fois que nous avons déjeuné ensemble, c'était le 21 novembre, je m'en rappelle. On n'avait pas pu se voir depuis parce que les conditions sont difficiles. Moi-même, j'ai eu des soucis. Mais on était en contact en permanence. Là, on a des photos de ce dernier déjeuner ensemble. Et c'est vrai, bien sûr, qu'on évoquait assez régulièrement, parce qu'on avait tous une anecdote en disant « Monsieur Montagnier, vous avez vu, vous avez encore soulevé contre vous la stupidité. » Surtout, ce qui est terrible, c'est qu'il soit critiqué par d'autres scientifiques. Je veux dire que la science, ça fait partie de la discussion, souvent même des fois véhémente, mais toujours courtoise et correcte. Ça fait partie de l'évolution de la science. Mais quand ça vient de la part d'ignares, d'imbéciles, qui ne connaissent rien, qui ne sont même pas donné la peine de lire un texte de Montagnier, on va dire c'est pas toujours facile, mais se contentant de répéter ce qu'un autre imbécile avait dit avant eux, ça c'est inadmissible. Peut-être que pour le caractériser, on devrait dire que c'est quelqu'un qui incarnait la science avec conscience et avec grandeur de l'âme. Ah, ça c'est clair. Mais c'était un être exceptionnel. Écoutez, docteur Guillaume, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir pour ce défi de la vérité, pour essayer de rectifier un certain nombre de vérités suite donc à la disparition du professeur Montagnier. On a entendu votre coup de gueule avec émotion. On a entendu aussi le travail que vous aviez fait avec lui. Merci beaucoup.